Bonjour à tous, aujourd'hui on va faire un exercice qui est tombé à centrale, qui porte sur un millefeuille magnétique. Un exercice d'induction qui est déjà tombé à la fois aux écrits, aux oraux, qui porte sur la notion de freinage magnétique lorsque j'ai un cadre, un circuit conducteur par exemple, qui rentre dans une zone où j'ai un champ magnétique. Donc on va regarder ça, là c'est quelque chose qui est posé sous forme de questions ouvertes. Donc on vous dit qu'on met un cadre carré, qui est une résistance interne petit r et une masse m, dans une zone où il y a une sorte de millefeuille magnétique. Donc le millefeuille, c'est cette alternance ici qu'on a entre des zones avec un champ B uniforme et des zones ici où j'ai rien. Chacune de ces zones, a un côté A. Et donc on a une alternance comme ça de différentes zones. Donc je lâche un cadre d'une certaine hauteur petit h. Et c'est ça, c'est la question qu'on vous pose. On vous demande à quelle hauteur est-ce qu'il faut lâcher mon cadre pour qu'il traverse la zone du millefeuille à vitesse constante. Donc, voilà, c'est pas quelque chose de simple au premier abord parce qu'il y a cette notion de vitesse constante alors qu'on ne sait pas vraiment comment est le mouvement ici. Donc, il faut commencer par réfléchir à qu'est-ce qui se passe physiquement. Plus vous avez de l'induction, donc c'est quelque chose qui s'y prête bien, puisque l'induction, il y a plein de physiques différentes qui rentrent en jeu. La première chose à dire ici, c'est qu'a priori, vous avez un cadre qui rentre dans une zone de champ magnétique qui va être freiné par la loi de Lenz qui dit que les effets s'opposent aux causes qui leur donnent naissance. Et donc, c'est ça qui va se passer ici. Je vais voir un freinage, a priori. Donc, vous voyez que vous allez avoir une chute, a priori, qui va être en T2, c'est la chute libre, et vous allez avoir un freinage après. Vous voulez être à vitesse constante, donc vous voulez avoir un mouvement qui est en V0T, par exemple. Donc, vous allez voir comment le freinage va être en compétition par rapport à ça. On vous donne aussi on vous donne dans les données B0, M, R et A, ça c'est juste pour faire l'application numérique à la fin. L'idée, ici comme je vous ai dit, la loi de Lenz, elle va faire une vitesse de la forme exponentielle de moins t sur tau. Vous avez vu, il y a des équations différentielles du premier ordre en général pour l'induction. On va voir ensuite l'équation différentielle à proprement parler, vous inquiétez pas. Et le changer, comme je vous ai dit, il a tendance à faire une vitesse qui est proportionnelle à gt s'il est tout seul. Donc le but, ça va être de mettre les deux ensemble, de voir ce qui va se passer, comment est-ce que je vais être à vitesse constante avec ça. Première chose à faire, évidemment, c'est de se dire, moi je peux pas savoir directement quelles conditions je vais devoir mettre pour la vitesse constante. Par contre, ce que je peux essayer de faire, c'est me dire, je vais commencer à trouver les équations du mouvement, déterminer la position, la vitesse, je connais les phénomènes en jeu, donc a priori c'est quelque chose que je sais faire. Ensuite, si j'ai l'expression de la vitesse, je peux regarder quelle tête elle a et essayer de me dire, ok, qu'est-ce qu'il faut faire pour que ce soit constant. Et potentiellement, je vais avoir des termes que je vais annuler, quelque chose qui de base n'est pas constant, que je vais pouvoir mettre sous une certaine forme pour que ça devienne constant. Donc c'est une stratégie qu'on va adopter quand on ne sait pas vraiment où aller. Donc, déterminons la vitesse. Donc là, on peut se dire que notre première question qu'on se pose, intermédiaire, ça va être quelle est la vitesse, donner l'expression de la vitesse en fonction du temps pour ce cadre-là. On va regarder ce qui se passe. Là, je vous ai fait deux petits schémas. En fait, ce qu'il faut se dire, c'est que votre cadre, il est freiné lorsqu'il rentre dans la zone de champ magnétique, parce que j'ai le flux qui varie. Mais il est aussi freiné lorsqu'il sort du champ magnétique. La force de la place s'exerce sur l'autre partie du cadre. Vous voyez, quand je rentre, elle s'exerce sur l'avant. Lorsque mon cadre sort, ça s'exerce vers l'arrière. Et en fait, ce qu'on sait, ce que moi je sais parce que j'ai fait cet exercice plusieurs fois, c'est que les équations sont les mêmes lorsque mon cadre est en train de rentrer dans la zone de champ et lorsqu'il est en train de sortir de la zone de champ. Ce qui fait qu'en fait, tout au long de la traversée de ce millefeuille, je vais avoir exactement les mêmes équations. Ça, c'est quelque chose qu'il faut montrer, donc on va le faire proprement, vous inquiétez pas. Mais en ayant déjà vu cet exercice plusieurs fois, je sais que les équations vont être les mêmes. Donc la première chose à faire quand on a ce genre de problème d'induction, c'est de déterminer quelle est l'équation mécanique. Alors, vous pouvez commencer par la mécanique ou commencer par l'électrique, peu importe, mais la méthode c'est toujours la même. Je détermine l'équation mécanique, je détermine l'équation électrique, et ensuite je mets les deux ensemble pour avoir quelque chose qui porte uniquement sur les grandeurs cinématiques. Parce que les grandeurs électriques, je m'en fiche un peu, c'est pas ça qui va me dire comment bouge mon cadre, etc. Donc je regarde qu'est-ce que j'ai. Je sais que mon cadre il est toujours en train d'être freiné, parce que E égale moins des phi sur dt, et il est toujours soit en train de sortir d'une zone, soit en train de rentrer dans une zone. Ça en fait, ce qui fixe ça, c'est le fait qu'ici, j'ai la largeur de ma zone, c'est aussi le côté de mon cadre. Donc c'est pour ça que je suis toujours soit en train de rentrer, soit en train de sortir d'une zone.
Donc j'ai le poids, j'ai la force de la place. Sa forme élémentaire, c'est dl égale à i dl vectoriel b, et je néglige les autres frottements. Lorsque je rentre dans le champ magnétique, donc là, oui, tout d'abord, il faut poser un sens plus pour mon courant. Moi, j'ai dit que le sens plus, il était comme ça. Alors, il y a plusieurs écoles. Il y a soit vous dites juste, ça c'est mon sens plus, et après, peu importe si j'ai un courant positif ou négatif, soit vous étudiez un peu la physique du problème pour voir dans quel sens est-ce que mon courant va être positif. Ici, on peut se dire qu'on le fixe comme ça et on verra après ce que ça donne. Lorsque je rentre dans le champ B, j'ai une variation du flux, donc j'ai dφ sur dt qui est positif. Donc là, la force qui s'exerce sur mon câble, la force de la place, elle va s'exercer ici, ça va être I dl vectoriel B. Donc ça va être I dl Ex, vectoriel B qui est selon EY, et donc si j'intègre, ça me donne que la force de la place, c'est moins I A B E Z. Ici, c'est bien une force de freinage parce qu'en fait, lorsque je rentre dans le champ B, je vais créer un champ induit qui s'oppose à mon champ B ici, que j'ai noté ici, B induit, qui va vers le fond ici, donc il est selon moins EY. Et si je note ça comme ça, avec la règle du tournevis, du bonhomme d'ampère, peu importe comment, des trois doigts, peu importe comment vous l'appelez, je vais avoir un courant qui va dans ce sens-là. Et donc là, il va être positif, moi je l'ai bien pris dans ce sens-là. Et donc, je vois que si j'ai bien un courant positif, ma force de la place, c'est bien une force de freinage ici. Non, lorsque je sors du champ B, en fait, ce qui va se passer, c'est que mon sens du courant va être inversé. La force de la place, elle s'exerce sur cette partie-là du cadre, sur l'arrière du cadre. Il faut bien faire attention à ça et à ne pas garder exactement les mêmes formules. Et donc, j'obtiens que la force de la place, c'est plus IAB selon EZ. Donc a priori, I change de sens. C'est assez logique parce qu'en fait, vous avez votre flux qui va changer de signe lorsque je rentre et lorsque je sors. Le défi sur dt n'a pas le même signe. En fait, c'est ça qui va expliquer que mon courant change de sens. Donc, si je fais le PFD, j'ai deux équations différentes. Si je suis en train de rentrer dans mon champ magnétique, j'ai mdv sur dt qui est égal à mg moins iab, la force de la place. Et si mon cadre est en train de sortir du champ magnétique, j'ai mdv sur dt qui est égal à mg plus iab. Ça, c'est l'équation mécanique. Moi, ce que je veux, ici, c'est éliminer I de l'équation mécanique, parce que je m'en fiche en fait de l'intensité. Ce que je veux savoir, c'est comment est la vitesse. Et donc pour ça, il faut utiliser l'équation électrique. Donc, le schéma électrique équivalent, ici, c'est un circuit comme ça, avec une force électromotrice qui est la force électromotrice induite, que j'ai notée E induit, et une résistance interne, R, qu'on vous donne ici. On utilise la loi des mailles et la loi d'Ohm qui nous dit que la force électromotrice induite, c'est RI, et donc j'obtiens que I, c'est E induit sur R. Ok ? Donc là, il faut que j'utilise justement l'induction. Pour le moment, j'ai fait juste de l'électricité. Et l'induction me dit que E induit, c'est moins dφ sur dt. Ça, c'est la loi de Faraday qui me dit ça. Et phi, c'est le flux de B à travers mon circuit. Donc, c'est la double intégrale de BDS. Donc, pour ça, il faut que je calcule ce flux. Mon flux, c'est B scalaire S. Ici, pourquoi ? Parce que B est uniforme. Donc, avec les conventions de notation que j'ai pris I qui va dans ce sens-là, et donc toujours avec la règle du tournevis, du tire-bouchon, peu importe, mon S va vers le fond. Et donc mon flux est négatif, ça nous fait moins B fois S. Donc si je suis en train de rentrer dans la zone de champ magnétique, mon flux c'est B fois A fois Z moins grand N fois A. Donc ce truc-là, je l'ai mis. En fait, on s'en fiche parce que c'est une constante, comme je vais dériver après. En fait, c'est juste que ça dépend dans quelle zone je suis en train de rentrer. Le grand N, ça va être la énième zone de champ magnétique. Peu importe, en fait, cette partie-là, on s'en fiche parce que quand on dérive, elle est constante, donc elle part. Donc si je dérive, ça me fait que dφ sur dt, c'est moins BAV, et donc I, c'est BAV sur R. Ça, c'est l'équation électrique quand je suis en train de rentrer dans le cadre. Si je sors maintenant de la zone de champ magnétique, c'est la même chose. Phi, ça va être... Alors ici, j'ai dit que c'était moins Z plus N plus 1 A fois B. Pour ça, vous pouvez regarder. En fait, c'est juste la surface du cadre que j'ai exprimé à chaque fois. Mais encore une fois, peu importe, c'est pas le cœur du problème. Donc si je le dérive, ça me fait que dφ sur dt, c'est BAV. Et donc I, c'est moins BAV sur R. Vous voyez que j'ai en fait l'opposé de tout à l'heure. Et c'est bien pour nous parce que comme je vous ai dit, les équations du mouvement sont les mêmes si je rentre ou si je sors du cadre. Et on a vu tout à l'heure qu'on avait un signe différent ici. Et là, dans les équations électriques, on a aussi un signe différent ici et là. Donc c'est super. L'équation générale, donc voilà, ça c'est ce qui se passe lorsque je rentre, ce qui se passe lorsque je sors. J'ai une inversion des signes comme je vous l'ai dit. Et donc finalement, je vais avoir la même équation qui va être la suivante. dv sur dt plus a carré b carré sur rm fois v
égale G. Ça, c'est l'équation du mouvement. C'est une équation du premier ordre, donc on peut poser la constante de temps tau qui est égale à mr sur a carré b carré. Et on a la solution homogène, qui va être a exponentielle de moins t sur tau, et une solution particulière ici. Pour la solution particulière, on prend ce qui se passe lorsque v est constante, donc le régime permanent, et donc j'obtiens que vp, c'est tau fois g. Donc ça, c'est des choses assez classiques pour les équations différentielles. Donc v de t, c'est a exponentielle de moins t sur tau plus tau g. Et donc, nous, en fait, l'idée, c'est que ça, c'est les équations du mouvement. Maintenant, il faut déterminer ce qui se passe pour a, qui est la constante d'intégration. En fait, nous, on ne sait pas vraiment ce qui se passe au début du mouvement. Pourquoi ? Parce que on a dit qu'on laissait tomber notre cadre, et on le laisse tomber d'une certaine hauteur h, et V0, ça va être la vitesse lorsqu'il arrive ici, lorsqu'il arrive au début de la première zone, donc le point que j'ai noté, z égale 0 ici. Et ce qui se passe avant, en fait, ce qui va déterminer quelle est la vitesse en z égale 0, c'est la chute libre, donc ce que nous, on va faire pour savoir de quelle hauteur je dois laisser tomber le cadre. Donc, moi, cette vitesse-là, je l'appelle V0 quelque chose, je ne l'ai peut-être pas appelé V0, voilà, je l'ai appelé V0M, donc c'est la vitesse initiale en z égale 0, qui dépend de à quelle hauteur j'ai lâché mon cadre. Donc je l'ai appelé V0M, on verra après ce qu'on peut en faire. Et donc V à t égale 0, c'est V0M, et c'est aussi A plus tau G. Donc ça me donne l'expression de A qui va être V0M moins tau G. Donc avec ça, je peux réinjecter dans l'expression de V, et je vais avoir V de t qui est égal à V0M moins tau G exponentielle de moins t sur tau plus tau G. Ça, c'est rassurant pour nous. Vous voyez pourquoi nous, ce qu'on veut ici, c'est avoir une vitesse constante. Donc si je regarde ma vitesse ici, j'ai une partie qui est en exponentielle décroissante, ok, et j'ai une partie qui est constante là. Et en plus, cette partie-là, elle dépend de V0M, la vitesse de mon cadre lorsqu'il arrive dans mon millefeuille, et je peux annuler ce terme-là. Donc on voit très bien qu'est-ce qu'on va devoir déterminer. On va devoir déterminer que V0M est égal à tau G pour pouvoir traverser la zone de millefeuille à vitesse constante. Et pour déterminer V0M, il faut faire une étude de la phase de chute libre avant le millefeuille. Et ce que je vous conseille de faire dans ces cas-là, c'est de prendre une nouvelle origine des temps, de dire ok, jusque-là, mon origine des temps, c'était lorsque mon cadre arrive dans le millefeuille. Maintenant, je vais étudier la phase d'avant. Donc mon origine des temps, ça va être le moment où je lâche mon cadre d'une hauteur h. Alors, il y a deux manières de faire pour la chute libre. Là, je vous ai mis les deux sur le PDF. Soit on fait la même chose, on fait de la dynamique, on trouve la force, l'accélération, c'est une chute libre. On connaît, on a un demi de GT2, etc. Et on trouve finalement, donc on a le temps en z égale h, on réinjecte, etc. Et on trouve que v en z, c'est racine de 2gh plus z. Voilà. Ça, c'est la manière un peu lourde de faire les choses. Bon, vous savez le faire, il n'y a pas de problème. Sinon, l'autre manière assez agréable ici, c'est d'utiliser un théorème énergétique, de dire que je lâche mon cadre à une altitude h, donc en z égale moins h, puisque vous vous souvenez, j'ai pris z égale 0 à l'entrée du millefeuille. Et l'énergie mécanique est conservée, puisque j'ai uniquement une force conservative qui est le poids. Donc c'est égal à l'énergie mécanique en z égale 0. En z égale 0, je peux dire que mon énergie potentielle de pesanteur est nulle. L'énergie potentielle de pesanteur, je prends à une constante d'intégration près, donc je prends la constante que je veux. Ici, je dis juste que c'est mgz plutôt, pardon. Et donc, je vais avoir mgh qui est égal à 1 demi de m v0m au carré. Donc ça me donne que V0M, c'est racine de 2GH. Ça, c'est une formule très très connue pour tout ce qui est chute libre, qu'il faut savoir retrouver. Il ne faut pas être surpris de la voir apparaître en tout cas. Et donc moi, ce que je veux ici, c'est que V0M soit égal à tau G. Donc j'utilise l'expression tau, parce que tau, c'est en fonction des paramètres de l'induction qu'on a déterminé avant. Et donc ça me donne que 2GH, c'est M carré R carré G carré sur A4 B4. Et finalement, il faut que h soit égal à m carré r carré g sur a4 b4 fois 2. Voilà l'expression finale de h. À ce stade, c'est pas mal de vérifier l'homogénéité. En fait, il aurait mieux valu le faire avant d'ailleurs. Donc, c'est pas spécialement évident. Donc, l'idée pour vérifier l'homogénéité, là je l'ai fait avec vous, c'est de se dire qu'il faut faire intervenir des paramètres un peu pénibles ensemble. Parce qu'il y a des choses on a du mal à savoir c'est quoi l'unité dans le système international. Bon, M la masse ça va, A c'est une longueur ça va, G ça va, vous la connaissez. Par contre R et B, une résistance, un champ magnétique, dans le système international on ne connaît pas exactement ce que c'est.
Donc le pire truc à faire, c'est de se dire, ok, je vais déterminer quelles sont les unités de ça dans le système international, coûte que coûte. Non, vous allez faire apparaître plutôt une combinaison de tout ça. Donc il y a plusieurs choses qu'on peut utiliser, plusieurs formules intéressantes. Il y a E égale moins défi sur dt. Donc une tension, c'est R fois I, et l'intensité, vous la connaissez, c'est des coulombs par seconde. Donc avec la loi de Faraday, donc avec ça, vous voyez, j'ai une expression de B en fonction de R, de Coulomb et de mètre carré. Bon là, en termes de notation, j'ai un peu fait n'importe quoi, faut pas faire comme moi. Soit vous prenez la notation avec les unités, soit vous prenez la notation avec les dimensions. Moi, j'aime pas trop la notation avec les dimensions parce que je mélange toujours la masse et donc le grand M et la longueur en unité, le petit m, donc je préfère garder que des unités. Vous avez la force de Lorentz également qui est QVB, et donc ça vous permet de trouver B en fonction des paramètres du SI. Et donc on voit que B c'est en kg, coulomb moins 1, seconde moins 1. Donc en fait, avec tout ça, vous voyez, j'ai deux manières d'exprimer B, ici, et j'ai B sur R qui est en coulomb par mètre carré. Donc B carré sur R, c'est en kg seconde moins 1 sur mètre carré. Et moi, ce que je voulais, c'est du MR sur A carré, B carré, qui était un montant caractéristique en fait. Et donc, je vois bien que ça simplifie, et ça fait bien des secondes. Donc, c'est bien homogène. On est plutôt rassuré parce que c'est vrai qu'arriver à la fin d'un oral de centrale et se rendre compte que le résultat qu'on a écrit n'est pas homogène, c'est pas terrible. Donc, vérifiez bien ça au fur et à mesure. Et de manière générale, c'est une question que les examinateurs peuvent vous poser. Donc dans ce cadre-là, on retient bien, on utilise des combinaisons, des formules, on essaye de faire apparaître les grandeurs qui nous embêtent ensemble, parce que ce sera forcément plus simple par la suite. Voilà pour cet oral. Les choses à retenir qui sont importantes pour moi, c'est en induction, on fait toujours l'équation mécanique, l'équation électrique, et ensuite on élimine la partie électrique pour garder uniquement la partie mécanique. Quand vous avez un problème ouvert comme ça, comprenez pas vraiment par où il faut partir parce que le paramètre qu'on vous demande de trouver, il n'intervient pas directement, vous essayez de simplifier. Donc là, comme on a fait ici, on s'est dit, ok, on va d'abord déterminer quelle est l'équation de la vitesse avant de se dire, ok, quelle contrainte on doit avoir sur la vitesse. Voilà, j'espère que ça vous aura été utile. On se retrouve demain pour faire un oral de maths cette fois-ci. À bientôt.